Bonsoir fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous à l'occasion de votre nouvelle émission Leçon de vie. Leçon de vie qui va à la rencontre de personnalités ayant marqué tant leur environnement social que professionnel. Celui que nous recevons aujourd'hui est le tout premier Burkinabé diplômé de la prestigieuse université américaine, la Massachusetts Institute of Technology. Je n'en dirai pas plus. Allons à sa découverte à travers sa Bio Express. Dans la téléphonie mobile, il est l'un des plus grands experts au monde et il est burkinabé. Seni Ganem Touré est diplômé du célèbre MIT. Il est le seul burkinabé à détenir un parchemin de cette prestigieuse université qui n'accueille que les meilleurs et d'où ne sortent que les meilleurs des meilleurs. Aux États-Unis d'Amérique, Seni Ganem Touré est fondateur de 2 entreprises, Topo et Digital Integrity. Il développe actuellement des solutions d'identification pour les États du Connecticut et du Rhode Island. Dans les Barbades, aux États-Unis, c'est le technicien burkinabé qui a mis en place le réseau 4G et 5G pour le compte de l'entreprise KW Télécommunications. En dehors des États-Unis, les compétences de Seni Ganem Touré sont sollicitées partout dans le monde. Au Gabon, il a lancé le réseau 4G et contribué à la mise en place de la fibre optique. Au Soudan, il a construit le réseau 3G. Au Congo, il a, entre mille choses, mis en place le réseau de sécurité nationale. En Côte d'Ivoire, il a carrément fait une révolution en décidant de la fabrication des pylônes sur place. Soulignons que Seni est le président du comité scientifique de l'Association burkinabé des professionnels des métiers des télécommunications et assimilés, ABPMT. Une vie professionnelle bien remplie et dont les lignes continuent de s'écrire pour le natif de Sapaga dans la province du Ganzourgou au pays des hommes intègres. C'est l'école primaire publique de Zungu qui l'accueille entre 1978 et 1984. Il intègre ensuite l'école des cadets de la Révolution, puis le lycée Bambata et s'amourage des mathématiques qui le lui rendent bien car il décroche son BEPC en étant le major de tout son centre de composition, puis le baccalauréat série C au lycée Bokodogo. C'est l'Institut national supérieur de l'enseignement technique INSET de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire qui accueille le CRAC pour ses études supérieures. Il décroche d'abord son diplôme de technicien en électronique, puis celui d'ingénieur en 1997. Seni Ganem Touré va ajouter la cerise sur le gâteau en décrochant son MBA au Massachusetts Institute of Technology MIT en 2016. Plus de 25 ans d'expérience dans les paiements mobiles de classe mondiale, les télécommunications et les services informatiques, plus d'un demi-siècle de vie, marié, 3 enfants, Seni Ganem Touré est ce qu'il est convenu d'appeler une mine d'or, tant il a des compétences, des connaissances et pour nous, des leçons de vie. Bonsoir Monsieur Ganem Touré. Bonsoir Monsieur Sarri. Alors, un mot à dire sur cette Bio Express, est-ce que nous avons omis des éléments? Non, vous avez tout présenté, ou presque. Je pense que vous avez présenté l'essentiel. D'accord. Sauf que nous n'avons pas pu, à travers cette Bio Express, donner la signification de notre Ganem Touré. C'est quoi le Ganem Touré? D'où ils viennent? C'est quoi la signification? Alors, les Ganem Touré viennent de Zungu. Zungu est situé à 18 km de Zorgo, dans la province du Ganzourgou. Le nom Ganem Touré vient du premier chef conquérant de la localité. Après avoir conquis la localité, il s'est donné le nom de Yitem Tien Ganem Touré. Qui veut dire libère la place pour que je m'y installe confortablement. Ganem Touré signifie réellement m'installer confortablement. Ok. Voilà. Vous êtes le tout premier Burkinabé diplômé de l'université MIT. C'est quoi la particularité de cette université dont on parle tant dans le monde? C'est une université extraordinaire. Quand j'y ai mis les pieds, ce qui vous frappe, c'est d'abord une école qui est ouverte.
Vous arrivez au MIT, vous n'avez pas de mur. Ce qui déjà vous montre que c'est une université ouverte sur le monde. Et quand vous y entrez, vous êtes submergé d'émotions par l'histoire de cette université. À ce jour, plus de 117 prix Nobel sont sortis de cette université. Classée meilleure école d'ingénieurs pour les 30 dernières années sans discontinuer. Une école qui produit les plus grandes entreprises aux États-Unis, Akamai Elant 2, Harley Davidson, pour ne citer que celle-là. Et quand vous allez plus loin, là, vous avez un corps d'enseignants extraordinaires qui viennent de partout. Notre prof de données, data, était grec. Le prof d'économie, de microéconomie, est un ancien directeur adjoint du FMI. C'est une école extraordinaire où on ne produit que des talents, on produit des producteurs et des innovateurs. Alors, en bref. Est-ce que cette citation qu'on dit habituellement, nul n'est prophète chez soi, pourrait vous coller, d'autant plus que quand on suit un peu votre bio-express et tout votre parcours, vous avez plus évolué à l'extérieur du Burkina qu'au Burkina, où on semble avoir l'idée que ceux de l'extérieur vous font plus confiance que ceux de l'intérieur. Vous avez été en Côte d'Ivoire, vous avez été au Congo, vous avez été au Gabon, aux États-Unis, où en ce moment vous avez 2 entreprises, Mtopo et Digital Integrity. Parlez-nous déjà de ces 2 entreprises et ensuite on revient sur votre parcours. D'accord. Mtopo a été créé pour combler un vide. Lorsque je suis allé au Congo en 2008, Safaricom au Kenya venait de lancer M-Pesa, la solution de transfert d'argent. Et toutes les grandes entreprises de télécommunications se sont mises à l'œuvre pour produire leurs propres solutions. Et j'ai eu la chance au Congo de faire partie de l'équipe qui a conçu cette solution. Et quand on l'a conçu vraiment large. On l'a vu comme une solution de transfert d'argent entre abonnés, mais surtout on l'a vu comme une solution de paiement. Une solution de paiement, ça signifie qu'un abonné quelconque pourrait l'utiliser pour acheter tout et n'importe quoi sur tous les canaux. On pourrait acheter en ligne, on pourrait acheter en boutique, on pourrait payer son péage en passant. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Mais lorsque les opérateurs ont mis en œuvre la solution, ils ont mis en œuvre celle qui leur permettait de réduire leurs coûts immédiatement. Et le premier poste candidat à cela était le coût des cartes de recharge. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, ils se rappelleront qu'avant, pour pouvoir avoir des unités, il fallait se rendre chez un distributeur et acheter une carte à gratter. Cette carte à gratter coûtait aux opérateurs en moyenne 11% de leur chiffre d'affaires. Et Mobile Money permettait de réduire ce coût-là. Les opérateurs ont donc implémenté ça. Moi, dans les conseils d'administration, que ce soit au Congo, au Gabon, je me suis toujours battu pour qu'on développe le paiement au-delà du transfert d'argent. Mais ça ne se faisait pas. Au Gabon, par exemple, on avait toute une kyrielle de boutiques devant la direction technique. Et je taquinais toujours le directeur Mobile Money pour lui dire, je veux descendre de mon bureau et je vais être en mesure de payer n'importe quoi sur cette rue avec mon compte. Mais on privilégiait toujours le transfert d'argent. Donc Mtopo est né pour combler ce vide-là entre une solution extraordinaire créée ici en Afrique chez nous, mais qui peine à atteindre les marchands, les petits marchands, pour rendre le paiement possible. C'est l'histoire de Mtopo. Derrière, il y a des solutions qu'on a développées pour les compagnies de transport, pour les boutiques, pour les restaurants, et on a commencé par le transport en 2018. Solution qui va être impactée terriblement par
la Covid, à cause de la fermeture des frontières, etc. On pourra y revenir. Ça, c'est l'histoire de Topo. Né pour combler ce vide entre une solution qui peut permettre le paiement, débloquer le paiement dans toutes les dimensions, et bon, l'application qui a été faite par les opérateurs, pour de bonnes raisons, j'en conviens. Digital Integrity est né il y a 1 an d'une volonté de mettre en œuvre le développement extraordinaire de la blockchain, du Web 3 et de l'intelligence artificielle. Je l'ai créé avec encore un autre ami du MIT. J'ai oublié de préciser que comme Topo, j'ai créé avec des amis de classe du MIT également, pour mettre en œuvre une solution spécifique qui s'appelle identité souveraine, qui est construite sur la sécurité, la flexibilité de la blockchain. Quand on parle de blockchain, parfois les gens confondent blockchain et cryptocurrency. Blockchain, c'est la technologie qui, derrière, rend la crypto-monnaie possible. Mais au-delà de la crypto-monnaie, c'est une technologie qui rend beaucoup de choses possibles, dont l'identité souveraine sur laquelle je travaille au travers de cette entreprise pour permettre de gérer l'identité digitale et la protection des données personnelles de manière beaucoup plus efficace, tout en rendant possible et sécurisé l'utilisation de l'identité dans le cadre des transactions digitales. Rapporté à notre contexte, oui, qu'on connaît aujourd'hui assez difficile, notamment sur le plan sécuritaire, oui. Quel peut être l'apport de telles connaissances, de telles compétences pour le contexte que nous connaissons et que nous vivons aujourd'hui? Oui, ça peut être salvateur. En ce sens que quand on parle d'identité, aujourd'hui, on peut simplement se rendre compte, le commun des mortels, on a une carte d'identité, on a un passeport dans son portefeuille. Et quand on va en ligne, on se crée un alias, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Dans notre contexte, le président a demandé par exemple qu'on dématérialise un certain nombre de services publics. Quand on va dématérialiser ces services publics-là, on y accède comment? On y accède en utilisant toujours son mot de passe et son nom d'utilisateur. C'est très vulnérable, surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Les protections traditionnelles, la sécurité traditionnelle pour accéder aux applications et aux équipements est trop vulnérable. Quand on utilise l'identité souveraine, avec ces méthodes cryptographiques très avancées, on sécurise, et vraiment de la meilleure des manières qu'on connaît aujourd'hui, l'accès à ces services-là et l'accès aux équipements. Aux États-Unis, aujourd'hui, l'identité souveraine a commencé dans l'armée pour accéder, par exemple, à tous les équipements sensibles. On n'utilise plus nom d'utilisateur, mot de passe. On utilise son identité, qui est cryptée, qui est sur la blockchain, qu'on ne peut pas altérer, qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas attaquer. Donc, cette solution est extraordinaire et j'essaie de l'amener chez moi. L'autre volet sur les télécoms, ce sont des solutions qu'on appelle aussi réseaux souverains. Les réseaux souverains sont des réseaux gouvernementaux pour protéger les communications des gouvernements. On pourrait parler dans des cadres un peu différents, mais ce sont des solutions qui peuvent apporter beaucoup au pays. Vous avez été décoré au Congo. Tout à fait. Vous avez été celui-là qui a pratiquement séparé le réseau téléphonique qu'on avait au Soudan. Lorsque les 2 Soudans se sont divisés, oui. Il a fallu une personne qui puisse les subdiviser en 2 pour que chaque pays ait son réseau. Tout à fait. Vous avez été au Gabon, où vous avez contribué justement à installer ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'identité sécurisée. Voilà, parlez-nous de toutes ces expériences. Comment se passe-t-il qu'on vous sollicite et qu'est-ce qui se passe concrètement? Au Congo,
Je suis arrivé au Congo en mars 2008. MTN venait de racheter la société publique et voulait transformer cette société en une société MTN. Donc une société qui a des valeurs, une culture différente d'une société privée. Très tôt dans ma relation avec les autres opérateurs, j'ai rencontré le directeur de la Sotelco, qui était l'équivalent du réseau fixe qui était resté dans le giron du gouvernement. Il se trouve qu'il s'occupait également des questions de sécurité nationale. Donc, dans cette discussion sur la sécurité nationale, je lui ai présenté des solutions qu'il a beaucoup appréciées. Et KNKA, je suis celui-là qui va les aider à mettre en place toute l'infrastructure d'interception d'appels, notamment sur les opérateurs mobiles. Donc ce travail était très important, il a été beaucoup apprécié. Et plus tard, je conduirai aussi la construction du siège de MTN. À MTN, on a un département qu'on appelle Capital Project Management, qui est le département qui gère les grands projets d'investissement. Et ce département au Congo était logé au sein de la direction technique dont j'étais le responsable. Et j'ai piloté la construction de ce siège-là qui est un bâtiment, beau bâtiment sur le fleuve Congo, fait face à Kinshasa. Et ce sont ces deux réalisations, en plus de la transformation complète du réseau. Quand vous prenez le réseau de MTN Congo, au moment où je quittais pour aller au Soudan, il était le meilleur réseau, le réseau le plus moderne de tous les réseaux du groupe MTN. Et il y en avait 21 à l'époque. Donc ceci a séduit le responsable et bon, j'ai été décoré avec le management de MTN pour ces réalisations-là. Ça, c'est au Congo. En 2011, le Sud-Soudan devient indépendant. J'ai été sollicité, je pense que c'est la 4e fois que je suis parti. Au début, j'ai dit je ne vais pas y aller parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, on ne peut pas aller avec la famille, etc. Et moi, j'étais au Congo avec ma première fille, Samia. J'ai refusé et on est allé à un Ops Review. Ops Review, c'est le revue trimestriel où les opérations présentent au groupe les performances qu'elles ont réalisées. Je suis allé au Nigeria, le directeur technique groupe est encore venu me voir, il faut nous aider pour le Congo et pour le Sud-Soudan. J'ai dit, la 3e fois en Afrique du Sud, ça c'est en l'espace de 6 mois. 6 mois, wow. Et je refuse chaque fois. Il vous faisait une cour assidue. Puis je suis parti à Dubaï, on avait CTIO Conference, c'est une conférence annuelle des directeurs techniques du groupe MTN. Et cette fois-ci, on ne m'a pas laissé le choix, on m'a dit, tu vas y aller. Ça, c'était un ordre. Vraiment, il faut aller, il faut nous aider. Et j'arrive au Soudan, je passe d'abord par Khartoum et j'arrive à Juba. Et l'objectif, c'était de séparer le réseau avant la fin décembre 2011. Et il y avait 3 réseaux. J'arrive là, je regarde l'environnement, etc. Je dis, bon, ok, on va y arriver. En passant tous les détails, MTN était le premier et le seul qui a réussi à séparer le réseau à temps. Okay. Le réseau Zen, qui était le deuxième réseau, n'a pas pu, ils ont pris une amende énorme, etc. etc. C'était une expérience extraordinaire parce que ce n'est pas tous les jours que les pays se séparent. Ça. Donc ce n'est pas tous les jours qu'un réseau est appelé à être séparé d'un autre pour être maintenant des réseaux indépendants. Mais c'était une expérience humaine et technique très enrichissante. Au Gabon, je suis arrivé au Gabon en quittant le Sud-Soudan de manière tout à fait un peu catastrophique. Lorsque la guerre a éclaté en 2013 entre le président et le vice-président, moi j'ai manqué juste un tout petit peu d'être tué.
un obus est tombé juste derrière le quartier où on habitait. J'habitais dans un quartier sécurisé entre l'ambassade des États-Unis et le complexe d'ambassades de l'Union européenne, qui regroupait toutes les ambassades européennes. Et il a tué 12 personnes juste à côté. Et Et suite à ça, on nous a évacués en Ouganda. Et après ça, je suis revenu à Juba, où je suis resté encore un an. MTN essayait de chercher un poste pour moi. Je rappelle que quand je suis parti au Sud-Soudan, parce que j'ai tellement refusé, on m'a promis, tu vas y aller pour 1 an. Juste sépare-nous le réseau et puis on va te trouver un autre poste. Et je passe finalement 3 ans. En passant cet épisode, et on ne trouve pas quelqu'un, et ensuite, quand on a séparé le réseau, il y avait énormément de choses. On a séparé le réseau, mais il faut le construire. Et puis, surtout sur le plan humain, les Sud-Soudanais sont des gens qui ont passé plus de 50 ans en guerre. C'est une population un peu particulière qu'il faut savoir gérer. Et il se trouve que j'ai eu cet alignement-là dans ma manière de gérer, qui fait que, bon, on avait une équipe qui marchait. Donc, MTN ne voulait pas du tout me déplacer. Mais avec cette histoire ce problème de sécurité, etc., j'ai décidé que je devais partir. Ils ont tout fait, ils n'ont pas trouvé de poste. D'autres postes qu'ils m'ont trouvé, j'ai refusé et j'ai démissionné. Et je suis parti au Gabon. J'arrive au Gabon, le réseau est dans un état un peu catastrophique, pour dire juste un peu. Et en même temps, j'ai la confiance du vice-président de MTN qui était entre-temps devenu le directeur de RTL Africa et qui m'a vraiment recruté. Lui aussi, il me poursuivait depuis MTN pendant au moins 3 ans avant que je ne puisse venir. Et j'arrive là, je dis bon, ok, on va transformer ce réseau de A à Z. On va passer à un autre type de réseau, on va mettre un réseau 4G. Pour mettre un 4G, on a besoin de transmission, de fibre optique. Les réseaux hertziens sont très limités, n'offrent pas les débits nécessaires pour le haut débit. Et on avait 2 ou 3 problèmes. Le premier problème, c'est que l'accès à la bande passante internationale coûtait trop cher. Parce que contrôlé par l'opérateur public qui, entre-temps, comme dans le cas du Burkina, a été vendu et bizarrement par le même opérateur. Okay. Gabon Télécom a été racheté par Maroc Télécom, tout comme notre opérateur national ici. Donc il y avait ce problème qu'on doit résoudre. Pourquoi? Parce que si on doit offrir un service haut débit, il faut que le prix soit abordable. Et les prix étaient déjà très élevés au Gabon. Donc je cherchais à résoudre ce problème-là. Un jour, je suis parti à une réunion à la régulation. Il se trouve que, heureusement, ce jour-là, le conseiller du président pour les affaires de technologie était à la réunion. Après la réunion, je l'ai accosté et je lui ai dit que je me suis présenté, il me connaissait déjà un peu. Je lui ai dit que j'avais un problème et puis bon, je voulais qu'on en discute parce que je pense qu'ils peuvent trouver une solution, pas pour RTL, mais pour le Gabon. Cette discussion au détour d'une réunion va apporter beaucoup de fruits. Parce qu'il va débloquer, cette rencontre va débloquer 2 choses. Premièrement, qu'on accélère la prise en main de la gestion de la bande passante internationale par une tierce entité qui va revendre cette capacité à tous les opérateurs. Ce qui a permis de réduire le coût de la bande passante drastiquement pour le bonheur des consommateurs. La deuxième chose que ça va débloquer, c'est le partenariat entre RTL et une entité publique qui s'appelle ANEF, Agence nationale des infrastructures, et qui gérait la fibre optique liant les différentes administrations au Gabon, aussi bien à Libreville qu'à Port-Gentil. Ce partenariat va nous permettre de bénéficier d'une infrastructure qui existait, mais aussi d'investir
pour étendre cette infrastructure-là. Mais le plus important, je crois, a été qu'on a amené notre expertise, la manière de gérer, de maintenir, d'étendre, de mesurer la qualité et de relever les pannes dans un réseau de ce type-là. Donc, mon expérience au Gabon elle était courte. Elle était de 2 ans, grosso modo. Mais elle a marqué beaucoup l'opération et un peu le pays. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, quand je parle aux gens qui m'appellent du Gabon, les plans que j'ai établis là pour le réseau sont ceux encore qui sont appliqués à ce jour. Ok, avant de continuer cette émission, nous allons visionner des témoignages de quelques-uns de vos collaborateurs. Monsieur Ganem Touré Séni et moi, nous sommes connus en Côte d'Ivoire au sein de l'entreprise MTN Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était plutôt Lotini Télécom. C'est plus tard que le nom MTN Côte d'Ivoire a été adopté. Et donc, Séni est arrivé au sein de l'entreprise en 1997 ou 98, je crois. Il était arrivé en tant que stagiaire. Il a effectué son stage de fin d'études. Et donc, après son stage, il a été directement embauché en tant qu'ingénieur radio chargé de la maintenance du réseau de téléphonie mobile à l'intérieur du pays. Il était basé à Yamoussoukro. La première qualité que j'ai retenue de Séni, la première qualité, c'est l'organisation du travail. Une organisation stricte des ressources humaines, de la logistique, des moyens, des outils pour aboutir à un travail bien précis. Séni a fait cela. La deuxième qualité de Séni, c'est le sens de la responsabilité. En 98, il n'avait même pas 30 ans. Il n'avait pas encore 30 ans. Il venait à peine de finir son stage, avoir ce sens de la responsabilité. Où tu défends tes dossiers. Séni défend ses dossiers, défend n'importe quel... je vais dire n'importe quel gouvernement. Ce que je retiens de M. Ganem Touré, c'est quelqu'un de persévérant. Ça, je peux dire, c'est quelqu'un de persévérant, de tenace et de super optimiste. Mais vraiment, quand je dis optimiste, c'est au-delà de l'optimisme. S'il y a un mot qui dépasse optimisme, je le dirais. Il est très optimiste et c'est quelqu'un de, si je peux dire, c'est une bête du travail. C'est quelqu'un qui est très travailleur, que tu trouveras au bureau du lundi au dimanche. Et avant tout le monde, à 7 heures, je pense que quand il finit de prier le matin à 5 heures, il vient au bureau et il part après tout le monde. Donc c'est vraiment une bête du travail, c'est quelqu'un de très travailleur, de très positif et inébranlable. Petit commentaire sur ces témoignages de vos collaborateurs, de personnes qui vous ont connu au travail. Oui, un petit commentaire. Honoré et moi, on a partagé le même bureau pendant 8 ans. Il est en face et c'est une... ce qu'il dit est vrai. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je ne sais pas, je tiens ça d'où, j'étais obsédé par l'organisation. Quand je suis arrivé à Yamoussoukro, j'étais responsable de la moitié de la Côte d'Ivoire. En termes de maintenir le réseau, l'étendre, mesurer ses performances, gérer les plaintes, etc. Et j'étais obsédé par l'organisation. J'ai commencé l'organisation en organisant les gardiens qui sont sur site, en leur donnant, au-delà de leur travail de gardien, je les payais de mes frais de mission pour qu'ils rendent les sites propres, etc. Et quand on m'a rappelé à Abidjan pour m'occuper de l'exploitation et de la maintenance de l'ensemble du réseau, la première chose que j'ai faite, c'est l'organisation. Et l'organisation, c'est... voilà, avec Honoré. Ce que Madina dit aussi est vrai. Je veux dire, depuis enfance, quand je me levais de mon lit, de ma natte, je partais à l'école. Okay. Et je ne me préoccupais pas de l'heure. À ce niveau, il faut dire également que vous avez tenté une expérience au Burkina qui n'a pas véritablement marché. C'est la société Connecto. Est-ce que vous étiez très en avance sur votre temps ou parce qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus, depuis lors, pas mal de sociétés essaient de se créer dans ce secteur d'activité. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner par rapport à ce type d'activité au Burkina Faso? Oui, merci beaucoup parce que
Cette expérience, elle n'est pas achevée, elle est toujours, elle va suivre son cours. Mais de ce que je retiens, c'est que, et ça aussi, ça vient de ma nature, je vois les choses latéralement, mais je les vois aussi beaucoup profondément. Et en général, je conçois des solutions qui sont toujours en avance. Dans des environnements comme MTN, ça marche bien, parce que bon, chez MTN, il n'y a jamais quelque chose qui soit suffisamment loin pour qu'on ne puisse pas réaliser. Connecto était un peu en avance, le marché n'était pas prêt sur certains aspects. Et on a eu aussi un contretemps de la Covid, parce qu'on a mis en place une solution qui avait commencé à marcher sur le volet du transport. Pour vous dire que, par exemple, le volume de transactions qu'on a généré sur la plateforme Connecto en 2019 était d'environ 12 milliards de francs CFA. Ce qui n'est pas négligeable pour un pays comme le Burkina. Et donc, quand la Covid est arrivée, qu'on devait commencer à monétiser la plateforme, on devait commencer à monétiser la plateforme le 15 mars 2020. Le premier cas de Covid au Burkina est apparu le 9 mars 2020. Et les frontières ont été fermées le 22 mars. Au début, on pensait que c'est quelque chose qui va faire quelques mois, etc. Donc, on a continué. Ensuite, on a lancé la livraison juste en attendant vraiment que le transport reprenne, ce qui n'est pas venu pendant 3 années. Donc, ce que je peux donner comme conseil, parce que c'est la question, c'est le marché est très important, la connaissance du marché. La connaissance du marché, de son niveau de maturité, des conditions non fonctionnelles pour faire marcher un business. Pour le transport, je l'ai dit, on était bien lancé, on était sur un contre-temps, mais pour la livraison, par exemple, on a fait face à 3-4 problèmes dont les autres peuvent se servir pour bien avancer. Le premier, c'est que on avait les restaurants avec nous. Les restaurants avaient n'étaient pas matures en termes de servir le marché de la livraison. Ils ne comprennent pas que quelqu'un qui se présente dans un restaurant et qui commande son plat, qui mange, qui donne son avis, est différent de celui qui est au bureau, qui voit une image, qui commande un repas qu'on livre chez lui. Que la rapidité de service, que le service et l'accompagnement de l'acteur que nous sommes était dans leur intérêt. Donc, ils nous retardaient énormément. Alors que si vous avez un engagement de livrer en 30 minutes quelqu'un qui doit repartir au bureau, manger et repartir du bureau, qui a une heure de pause, il y a des contraintes que les restaurants ne servaient pas vraiment correctement. Deuxième chose, on a cette difficulté de l'adressage qui amène beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de ceci. Mais le problème le plus grave, le plus important, grave, il faut le relativiser, c'est la force de travail. Les livreurs et ce qui va avec. Partout où la livraison marche, la force de travail a un certain état d'esprit et la loi de travail l'accompagne. Avant de faire la livraison, moi, j'ai fait la livraison moi-même, aux États-Unis, tout ça, pour me former à ça, parce que c'est important de savoir comment ça marche. J'ai fait ça, je commande déjà, et puis j'ai fait ça en tant que livreur, moi-même, pour vraiment me rentrer dedans. Et la force de travail, les livreurs, c'est un gros problème, parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous avez 100 commandes à livrer entre 11h30 et midi, un exemple. Vous aurez, pour que vous puissiez livrer ces 100 repas-là, dans le laps de temps de 11h30 à midi, il vous faut grosso modo 80 livreurs. Et la livraison au Burkina, si quelqu'un paye un repas à 1000 francs, si vous lui demandez de payer 500 francs, c'est déjà 50% de ce qu'il a l'habitude de consommer. Donc, comment vous allez gérer cette force de travail-là pour être rentable? Parce que les livreurs, ils ont besoin de salaire. Ils ont besoin de motos, ils ont besoin d'essence. Parfois, il y a des accidents, il faut des assurances, etc., etc.
le problème de la livraison, vraiment aujourd'hui ici, pour ceux qui s'y lancent, c'est de trouver la formule pour que cette force de travail, le pool de livreurs, entre les différentes formes d'organisation qu'il faut, entre des gens qui viennent avec leurs moyens, qui livrent sur commission, et des livreurs qui ont un salaire, c'est extrêmement compliqué. Nous avons essayé toutes les formules, hein, du pool de livreurs libres, des livreurs employés, une partie employée, une partie libre, et la loi du travail n'est pas aussi flexible dans ce sens-là, parce que vous utilisez des prestataires de services avec une contrainte d'un contrat renouvelable une seule fois, alors que la livraison ne s'accommode pas de ces contraintes-là. Si on veut développer ces services numériques, parce qu'il n'y a pas que la livraison, il y a d'autres services du genre. Si on veut développer la livraison, il faut que les autorités regardent cet aspect-là pour créer des facilités pour développer les services numériques. Donc, en un mot, créer un écosystème favorable. C'est ça, exactement. Alors, parlons d'écosystème. Est-ce que vous avez des conseils ou bien du moins des actions qu'on pourrait mener pour créer cet écosystème favorable? Oui, j'ai beaucoup d'expérience dedans et surtout... Nous avons appris d'ailleurs que, parlant d'écosystème, vous avez essayé justement d'accompagner les autorités dans les années 2017 voilà, dans le cadre de la mise en œuvre de cet écosystème, mais l'expérience n'a pas véritablement ça n'a pas marché. Peut-être je vais parler un peu de cette expérience. Au MIT, on a un programme destiné à aider les pays à mettre en place leurs écosystèmes d'entrepreneuriat numérique. Vous savez, pour qu'une entreprise numérique se développe, il n'y a pas que l'entrepreneur. Il y a le financement, il y a la législation qui parfois doit être évoluée pour se conformer à un contexte. Il y a les écoles et puis il y a surtout aussi les grandes entreprises. Il y a un modèle qui fonctionne bien un peu partout dans le monde et aux États-Unis que je connais. Et cet écosystème autour, par exemple, de l'entrepreneuriat du MIT est très efficace. Je vais vous donner un exemple. Je voulais créer une sorte de mobile money aux États-Unis en 2017-2018. Mais aux États-Unis, pour créer un établissement à caractère bancaire, il faut avoir une licence dans chaque État. Et mobile money n'est pas dans les tablettes. Et je présente l'idée, on trouve que l'idée est formidable, on fait une étude pour les unbanked, underbanked, et on m'envoie directement voir le responsable de la Réserve fédérale à Boston. Unbound, underbound, c'est le mieux d'expliciter comme le dit en français. Oui, c'est vrai. Unbanked, ce sont les gens qui n'ont pas de compte bancaire, unbanked. Underbanked, c'est ceux qui ont un compte bancaire, mais qui n'ont pas accès aux services financiers. Ils ne peuvent pas avoir, par exemple, de crédit, ils ne peuvent pas avoir de chèque, pour certaines raisons. Parfois, c'est de mauvaises expériences ou des impayés, des choses comme ça. Et on m'envoie directement voir le responsable de la Réserve fédérale à Boston. Et guess what? Comment ça s'appelle? Imaginez quelle est la réponse. En moins de 2 jours, j'ai une licence pour faire ce travail qui n'est pas légiféré pour un test sur un environnement restreint sur 2 ans. Regardez le coup de fouet que ça donnerait à ceux qui essaient de faire quelque chose dont la législation ne s'en est pas occupée, mais quand on voit l'intérêt, on est capable d'ouvrir la possibilité pour le tester. Pour expérimenter. Donc, tant qu'on n'a pas un écosystème comme ça, où les acteurs peuvent se parler à travers l'écosystème et faciliter la vie de ceux qui essaient de créer, on navigue dans le vide. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de ramener ça. Le programme consistait à choisir 5 pays dans le monde par an pour apporter cet accompagnement du MIT avec un financement important.
J'ai réussi à avoir une place pour mon pays en 2017. Le président venait à New York pour l'Assemblée générale. Je lui en avais parlé. Le président Roch-Marc Christian Kaboré. Je suis parti de Boston pour aller le rencontrer. Je lui en ai parlé. Il m'a confié à quelqu'un. Malheureusement, l'expérience a été très amère pour moi parce que lorsque vous donnez de votre crédibilité pour avoir quelque chose qui est 5 pays dans le monde, et le Burkina ne compte pas là-dedans. Il faut être honnête, il faut le dire. Et on a seulement ça parce qu'on est là et qu'on a aussi la crédibilité qu'on vous écoute en ce moment-là. Et quand ça n'a pas marché, ça m'a un peu sonné, mais bon, bref, il faut continuer. Moi, je ne suis jamais découragé. Et quelles étaient les raisons pour que ça ne marche pas? Parce que ce n'était pas budgété. Puisque vous étiez introduit... Voilà, j'étais introduit par le président. La condition, c'était qu'on paye pour la première visite des membres de l'équipe pour aller faire l'introduction du programme au MIT. À une équipe du Burkina Faso, une équipe du Burkina Faso déplacée au MIT. Au MIT pour faire cette première introduction au programme. Et ça, ce n'était pas budgété. Les moyens ont fait défaut au niveau du Burkina pour prendre en charge cette équipe. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc, ça n'a pas pu se faire et c'était dommage. Okay. À présent, nous passons à la deuxième rubrique qui consiste à parler de votre vie de famille et de votre vie en société. Vous êtes père de 3 enfants, mariés. Alors, parlez-nous de chaque membre de votre famille. Si vous aviez un mot à leur coller. Moi, je suis beaucoup famille. Parce que bon, je suis né dans une famille de 9 enfants. Mon père avait 3 femmes. Quand je suis né, il a pris une 4e après. Parlant des membres de ma famille, moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Mon épouse, je l'ai rencontré ici au village de Ouagadougou ici. Mes enfants, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas besoin de... Par exemple, pour les études, j'ai pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Ils sont très indépendants. Peut-être ont-ils pris ça de moi. Ma fille, par exemple, qui a 21 ans aujourd'hui, elle va vers sa 22e année, elle est en 3e année d'université à Boston, elle fait biochimie. C'est une travailleuse infatigable. Tout ce que je peux lui dire, c'est bon courage. Je leur dis toujours qu'ils sont en mission. Ils sont en mission pour apprendre, ils sont en mission pour ouvrir leur environnement, voilà, et après, ils doivent servir ici. Chez moi, on ne parle que moré à la maison. Pourquoi? Pour qu'ils puissent garder les pieds, qu'ils puissent avoir des racines. Ils viennent ici au moins une fois par an. Nous ne prenons pas de vacances pour aller ailleurs. Quand nous prenons des vacances, c'est pour venir chez nous. Et quand ils viennent ici, ils vont au village. Ils vont à Sapaga, ils vont à Zungu, ils vont courir derrière les moutons, ils vont aller au champ, ils vont manger la sauce bito, ils vont manger la sauce boulevaka, ils vont discuter avec leurs cousins, leurs grands-mères, etc. Ils vont aller visiter leurs tantes, leurs cousins, etc. Ça, c'est très important pour moi. Parce que je considère que c'est une bénédiction, une richesse énorme que de baigner dans l'environnement de nos villages. Et comme les choses sont faites de sorte que je suis à l'étranger avec eux, le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'ils gardent un peu, qu'ils bénéficient un peu de ça, c'est quand on est là-bas, de raconter l'histoire de ce qui nous sommes, d'où nous venons, etc. Nous mangeons ce que nous pouvons amener ici, nous parlons notre langue, et que quand il y a la moindre opportunité, qu'ils soient ici. Les 2 sont plus petits, mais ils sont déjà comme leurs sœurs. Le petit, le garçon, il va avoir 11 ans. Il est aussi indépendant. Quand ils sont repartis, ils étaient là en décembre, quand ils sont repartis, il a eu une mauvaise note à l'école. Quand il a eu une mauvaise note, il va pleurer pendant 3 jours, on ne peut pas le consoler. Et la petite qui a 6 ans, c'est toujours la même chose. Donc j'ai beaucoup de chance.
avec mon épouse, on parle mouré, on essaie de garder nos traditions. Et puis, bon, pour moi, c'est la rigueur et l'amour. Mon papa, je ne l'ai jamais entendu de toute sa vie. Je ne l'ai jamais entendu lever la voix sur quelqu'un. N'en parlons pas de sa mère. Donc, je suis un peu comme ça, avec mes enfants. Ce qui ne m'empêche pas j'éduque par ce que je fais, plus que par ce que je dis. Parlant de votre père, justement, on nous dit que vous êtes très proches et que vous communiquez beaucoup ensemble. Oui, j'étais très très proche de mon papa. Quand je suis né, mon papa était déjà beaucoup vieux. Il prenait son vélo, il venait à Zungu. Moi, j'ai fait l'école primaire à Zungu. Donc, il venait me prendre. Et quand il me prend sur son vélo, avec son sac noir derrière, je suis assis sur son sac noir derrière, il a toujours ce qu'on appelle les rabis ici là dans son sac noir. Quand il arrête quelque part, les enfants accourent, ils donnent du coup de courage. Les rabis ici, c'est quoi? Rabis ici, c'est ce qu'on apporte du marché quand on va au marché. Ok. Quand on va au marché, on achète les sortes de friandises, de nos villages. De nos villages, à donner aux enfants. Donc il a toujours ça plein dans son sac. L'autre chose qu'il a, c'était un tailleur et fermier. Donc il voyageait beaucoup. Il avait toujours des habits. Quand il arrive, il va donner les habits. Quand mon papa coud, je pense que près de la moitié ou plus est donné. Il avait une âme plus généreuse sociale que le businessman. Voilà. Et il avait il parle très bas, le même rythme, le même débit, mais il atteint toujours son but. Quand il y a quelque chose quelque part, que mon papa arrive, j'avais un problème ici avec une de mes cousines qui est venue me voir pour dire non, son mari vraiment me respecte, elle a un problème avec son mari, etc. Mon papa était là. J'ai dit, si tu as un problème avec ton mari, comme le vieux est là, je vais appeler le vieux. Et j'ai appelé le vieux, j'ai envoyé le chercher, je n'avais pas le temps, j'ai envoyé le chercher, il est arrivé. Et c'est comme si c'est résolu. J'avais cette proximité avec mon papa. Quand j'arrive à Ouagadougou, la première chose que je fais, le lendemain, je vais au village. Je vais au village. Pendant la journée, je vais rendre visite à mes oncles, à mes tantes. Il n'y a pas une seule personne à qui je ne vais pas rendre visite. Ça, c'est la première chose. Je rends visite à tout le monde. Je discute avec mon papa, je cause avec lui seulement le soir, la nuit. Et la manière dont ça se passe, c'est très simple. Il est couché sur son lit et moi, je suis couché sur la natte. Et parfois, on va causer jusqu'au matin. Parfois, je n'ai pas le temps. Il m'arrive d'avoir 3 jours. Et les 3 jours-là, je vais venir à Ouaga. Si j'arrive avant la nuit, parce que moi, je n'aime pas conduire la nuit. Quand j'arrive avant la nuit, je vais aller directement au village. Si j'arrive, c'est la nuit. Le lendemain matin, à 7 h, je suis déjà au village. Je vais passer la journée. Mais avec mon vieux, c'est seulement la nuit, parce qu'il y a beaucoup de gens. Quand j'arrive, il y a beaucoup de gens qui viennent me rendre visite. Ils viennent me saluer, ils viennent de partout, parce que bon, Et la nuit, on va discuter, toute la nuit. Et la discussion, c'est quoi? C'est toujours l'histoire de notre famille, de ce qu'il a fait. Mon papa ne donnait jamais un conseil directement. Il ne te donne jamais un conseil directement. C'est toujours par une histoire, par une parabole, par un exemple, etc., etc. C'est un papa un homme extraordinaire. Eh bien, nous repartons à la régie pour suivre une autre vidéo sur quelques témoignages de membres de votre famille. C'est un rassembleur. Ça, voilà, c'est lui qui doit être au centre de tout. Voilà, et il est toujours au centre de tout. Et il a toujours été voilà, au début et à la fin de tout ce qui vient comme discussion, tout ce qui vient comme incompréhension, tout ce qui tourne dans la famille. Monsieur Ganem Touré est le centre. C'est lui, en tout cas, par qui tout aboutit très facilement et il est capable de rassembler, de trouver des solutions, voilà, et de faire tout de son mieux. Donc c'est quelqu'un vraiment qui arrive à rassembler et à trouver des solutions très facilement.
Mon père est un homme patient. C'est un homme patient, c'est un homme calme. Et au-delà de tout cela, c'est un père extrêmement aimant et attentionné. Il fait très attention à moi, à nous. Juste, il fait très attention aux membres de sa famille. Il nous porte énormément dans son cœur. Alors, ça traduit dans ses actes et sa manière d'être avec nous. Il est extrêmement rigoureux sur certaines choses. C'est un père qui est très axé sur l'éducation. Il fait en sorte que nous ayons la maîtrise de nous-mêmes et que nous soyons conscients des épreuves de la vie, que nous soyons conscients que pour avoir des résultats, il faut travailler dur. Et du coup, en suivant ce schéma, il a toujours été assez rigoureux par rapport à moi, par rapport à mes études, par rapport à comment j'étais, comment je me comportais. Il était très patient, comme j'ai dit, c'est quelqu'un d'assez calme, je ne l'ai jamais vu énervé, il ne crie pas, il ne frappe pas, c'est quelqu'un de toujours très posé. Il observe beaucoup ce qui se passe autour de toi, mais il a comme on dit, méfiez-vous de l'eau qui dort. Bizarrement, j'avais beaucoup plus peur de lui que de ma mère. Peut-être c'était la frayeur de le décevoir ou autre, mais il avait cette prestance qui faisait que je l'écoutais. En tout cas, il te fait écouter et il t'explique surtout quand tu fais quelque chose de mal, pourquoi cette chose-là est mal, comment réagir à telle situation. Il faisait vraiment de son mieux pour nous expliquer, pour m'expliquer pourquoi je devais faire certaines choses et pourquoi je ne devrais pas faire certaines choses. Mon père m'a dit, avant que j'arrive aux États-Unis, avant que je ne parte pour les États-Unis, il m'a dit, peu importe le temps qu'une écorce d'arbre passe dans l'eau, elle ne sera jamais caïman. Et cette phrase représente beaucoup mon père. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup de personnes, mais à la fin de la journée, il reste tel qu'il est. Peu importe qu'il soit en Europe, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Asie, il reste le même. Il reste vrai à lui-même. Il a ses convictions, il a ses valeurs, il a sa culture. Il ne change pas. Et c'est ce message-là qu'il voulait me faire passer, que peu importe où je suis, il fallait que je reste moi-même, il fallait que je reste intègre, il fallait que je garde l'éducation que lui et ma mère m'ont donnée, il fallait que je reste digne, il fallait que je garde la tête froide et surtout que je me rappelle d'où je viens. Alors, ce sont les témoignages de membres de votre famille, un cousin et votre fille, Ouais. Ce qui nous permet justement d'aller à la prochaine rubrique qui porte sur votre enfance. Voilà, pour parler un peu de votre enfance. Vous avez été pratiquement toujours major ou premier des classes dans les différentes classes que vous avez faites. Alors, c'était quoi le secret? Je ne sais pas s'il y a un secret particulier, mais pour moi, je ne faisais pas beaucoup d'efforts. Je n'avais pas besoin de faire l'effort. Je crois que j'étais naturellement très attentionné. Par exemple, quand je suis un cours, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école primaire, si je suis un cours, par exemple, que je viens à la maison, je suis capable de dire mot pour mot ce que j'ai entendu du maître. Donc j'étais doté de cette mémoire, voilà. Ce qui faisait que pour moi, je n'avais pas à faire beaucoup d'efforts, je n'avais pas beaucoup étudié. Quand j'arrivais à la maison, je n'étudiais pas à la maison. Quand je viens à la maison, le soir, je partais à l'école coranique. Quand je viens de l'école, je n'étudie jamais la nuit, je vais à l'école coranique. Les autres jours, je me lève le matin, j'ai toujours un programme très, très bien tracé pour moi. Je me lève, je fais sortir les moutons, je vais au champ, voilà, etc. Donc je fais ça naturellement. J'étais naturellement doté de la mémoire, de l'intelligence. Et bon, je n'étais pas dispersé. Je pense que peut-être s'il y a un secret, c'est peut-être le fait que je n'étais pas dispersé. Quand je fais quelque chose, je suis dessus. Je ne regarde ni à droite ni à gauche. Alors, lorsque vous passez votre BPC, vous êtes major de votre centre. Ouais. Vous prenez part aux Olympiades. Ouais. Voilà, racontez-nous un peu ces expériences. Pour le BPC, c'était au centre du lycée Nelson Mandela, le lycée national des jeunes filles à l'époque. Il pleuvait quand on est parti prendre les résultats. Et bon, c'est après que j'ai su que j'étais major du centre. Et comment je l'ai su? Parce que moi, je voulais partir au lycée technique. Donc, dans mes demandes là, j'avais choisi le lycée technique, le lycée Bogodogo, etc.
Et le proviseur du lycée Borodogo, qui est M. Compaoré Guama, m'a sélectionné. Parce que le lycée Borodogo, vous aviez 3 secondes C. La seconde C1, vous avez les premiers de centre. La seconde C2, les deuxièmes de centre. Et la seconde C3, les troisièmes de centre. C'est comme ça que c'était au lycée Borodogo à l'époque. Donc, il m'a placé là et il s'est battu. C'est par là que j'ai su que j'étais major du centre. Pour les Olympiades, c'était plutôt en terminale. J'étais déjà au lycée Borodogo. On avait la chance, on avait 2 professeurs russes. Notre professeur de physique était russe et notre professeur de chimie était russe. Et je participe aux Olympiades et puis bon, j'étais aussi récipiendaire des Olympiades de maths et de physique. Vous prenez part aux Olympiades, voilà, où vous en sortez avec brio. Et à la suite justement de votre bac, vous avez une bourse pour le Canada. Oui. Mais contre toute attente, oui. Vous avez un autre choix, vous avez une autre décision à prendre. Tout à fait. En fait, en terminale, j'ai fait beaucoup de concours, comme toujours. Donc, j'avais eu mon concours de l'INSET, de l'IAI, de l'EAMO, de l'ESI, et on m'a orienté à l'école polytechnique de Montréal, compte tenu de mon résultat aux Olympiades. Et j'arrive à la DOP, on me dit qu'on m'a orienté à Montréal, et j'ai dit non, moi je ne vais pas à Montréal, je vais aller à l'INSET. On me dit non, que je dois partir à Montréal. Alors pourquoi à l'époque, pas mal d'enfants de votre génération rêvaient de l'Europe, du Canada, voilà. Et vous décidez de rester juste à côté en Côte d'Ivoire? Moi, il y a une influence d'une de mes camarades de classe, dont le copain était à l'INSET de Yamoussoukro. Il s'appelait Zungrana Stéphane. Et elle me parlait toujours de l'INSET. Donc, j'avais mon idée fixée sur l'INSET et je voulais faire l'électronique. Parlons un peu de l'INSET pour que le téléspectateur sache un peu. Ouais. L'INSET, c'est l'Institut national supérieur de l'enseignement technique. C'était l'une des 3 grandes écoles de Yamoussoukro. Aujourd'hui, l'INSET fait partie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Les écoles ont été rassemblées en 1996, je crois, sous la même bannière. Et l'INSET était la partie technique. Il y avait l'INSTP qui était le génie civil, les travaux publics, et puis l'ENSA qui était pour l'agriculture. Donc, j'ai dit je vais aller à l'INSET. Tout le monde voulait partir à Montréal pour répondre à votre question, mais moi je voulais partir à l'INSET. Je voulais faire de l'électronique et j'avais eu un feedback vraiment positif de cette camarade de classe dont le copain était à l'INSET. On me dit non, que je dois partir à Montréal. Je dis non. Chaque jour, je me levais et je partais à la DOP pour dire non, qu'à refaire mes papiers pour aller à... Et ça a duré 2 mois. Tout le monde est parti, mais moi je me levais toujours à Tanguay, je venais à la DOP, je vais aller à l'INSET. Jusqu'à ce que le proviseur du lycée Borodogo, M. Compaoré Guama, que je salue d'ailleurs au passage, il vienne à la DOP et dit il faut que vous changez les papiers parce qu'il ne va pas aller à Montréal, il ne va pas suivre ce que vous dites. C'est en ce moment-là que la DOP accepte de m'envoyer à l'INSET. J'arrive à l'INSET, le premier jour quand j'arrive, le lendemain je vais à l'école, j'ai 0 en classe. Parce que c'était un devoir de dessin industriel. Moi j'ai fait un bac C, donc je n'ai jamais fait de dessin. Vous arrivez aussi un peu en retard parce que les autres... J'arrive 2 mois, voilà, j'ai commencé. J'arrive 2 mois après le début des cours. Donc, c'est le même Stéphane qui va m'encourager et puis bon, m'apprendre le dessin parce que lui, il a fait le lycée technique. Et puis bon, finalement, tout se passe bien parce que réellement, quand j'aborde la classe de LN1, qui est la classe d'électronique, première année, bien que je sois arrivé en retard, je n'ai pas eu de difficultés particulières. L'électronique, c'était le prolongement de la physique qu'on faisait. Et ce qu'on a fait, on était, au Burkina ici, on était beaucoup plus en avance que ce qui était enseigné en Côte d'Ivoire. En maths, c'était comme une révision pour nous. J'étais avec Sanoudi Serge dans la même classe. À la fin de l'année, et à la fin du premier cycle, je suis effectivement major. Et c'est ça qui m'ouvre la porte de l'école d'ingénieur. Okay, donc du 0 que vous avez eu, vous terminez major. Je termine major à la fin du cycle. Et j'ai accès automatiquement à l'école d'ingénieur. En ce moment, l'école des cadets de la Révolution
qui était fermé en 1985, avait réouvert il y a 2 ans. Et il y avait une possibilité pour les AET, les anciens enfants de troupe, de regagner la troupe. Je viens, on m'envoie au Kandium. Je rencontre le chef de corps qui dit qu'il avait besoin de moi. Ils ont besoin d'informaticiens dans l'armée. Je dis, moi, je suis major de ma promotion. Tout ce que je veux actuellement, c'est faire mon cycle d'ingénieur. Il me dit non, que eux ils ont besoin de moi maintenant, c'est maintenant que je dois venir. Je dis, bon, je vais faire mon cycle d'ingénieur. Et je vous demande de m'aider juste pour que on prolonge ma bourse. Je vais faire mon cycle d'ingénieur et puis je reviens. Il dit, il refuse. Et on me coupe la bourse. Pour que vous restiez. Pour que je reste. Mais c'est mal me connaître. Moi, on ne me coupe pas ma bourse pour que je ne resterai pas. Je suis reparti. Je suis reparti et je suis allé voir le directeur de l'école d'ingénieur, M. Amon Dabi. M. Amon Dabi a appelé le DG tout de suite pour dire, ah, on a un problème avec Ganem Touré, il a un problème de bourse. Le DG lui demande de venir, il est parti avec moi, on est parti à Amon Dabi, c'est le directeur de l'école d'ingénieur. Et M. Naounou de Yamsokro, parce qu'à l'INSET, il y avait les écoles d'ingénieurs. Vous avez l'école supérieure d'ingénieurs, vous avez le génie mécanique, il y a des écoles à l'intérieur. Et nous, on faisait partie de l'école d'ingénieurs. Donc, je vais le voir, il me prend, on va voir le directeur général de l'INSET, et qui a commencé maintenant à vraiment vouloir m'aider, pour tout faire pour que je puisse faire l'école d'ingénieur. Il écrit au président, il écrit à toutes les ambassades pour que je puisse avoir une bourse pour continuer. Je n'aurai jamais la bourse, mais je vais quand même terminer mon cycle ingénieur. L'école va vraiment prendre en charge tous les frais de scolarité. C'est l'occasion de dire merci à M. Naounou et à l'INSET. J'ai moi aussi créé ma première entreprise quand j'étais en première année. J'ai fait un logiciel de gestion d'école avec un camarade de classe qu'on a vendu au collège, le collège Kona, premier, 750 000 francs. Puis au collège pédagogue, 1 200 000 francs. Puis il y a une autre école à San Pedro, etc. pour pouvoir... quelle année déjà, tout ça Ça, c'est en 95, 96, 97. Et aussi mes compatriotes de l'association des étudiants burkinabés de Yamsokro ont cotisé à l'occasion pour m'aider à acheter des tickets de nourriture, etc. Monsieur Naounou particulièrement, parfois j'arrive en début de mois, il envoie une enveloppe avec les tickets de repas glissés sous ma porte. Donc c'est ainsi que je fais mon cycle ingénieur. Et puis à la fin de ce cycle ingénieur-là, un autre épisode va se produire. Un peu comme quand j'avais refusé d'aller à Montréal. Quand j'ai refusé d'aller à Montréal, les deux qui nous ont remplacés, certainement pour aller à Montréal, n'ont pas pu terminer à Montréal. Ils ont eu, la première année, l'État a eu un impayé de scolarité. Et leur année a été invalidée. Et ils nous ont retrouvés à l'INSET en ayant perdu 1 an. Après, on m'a demandé. Vous aviez le nœud creux. Voilà. Après, on m'a demandé, mais est-ce que je savais? J'ai dit non, moi, simplement, je ne le sentais pas, donc c'est tout. En dernière année d'ingénieur, on va faire un stage de fin de cycle. Donc, les stages sont, on vous appelle à l'amphi, un petit amphi. L'amphi, c'est pour nous. On projette. Il y avait le projecteur où on place là. Et puis, bon, on doit choisir les stages. Et moi, je vois un stage. Moi, je suis le premier, donc je choisis en premier. Je vois un stage en milieu, ça s'appelle aide informatique. Et je choisis les stages. Mais en tête de liste, on a les entreprises qui payent les stages. Aide informatique, je ne sais pas, voilà. Donc il y avait Côte d'Ivoire Télécom en tête, la CIR, Bulle Côte d'Ivoire, voilà, toute la CIE, SODECI, toutes les entreprises prestigieuses. Mais je ne choisis aucune d'elles. Je choisis aide informatique. Et puis bon, on va à Abidjan, je me rends au stage. Quand j'arrive, c'est fermé, avec un gros fermé. L'établissement est fermé. L'établissement que voilà, vous avez choisi pour votre stage est fermé. Voilà. L'entreprise que j'ai choisie pour mon stage là est fermée. Les portes sont hermétiquement fermées et il y a un gros fermé qui est écrit dessus. Je regarde, je dis, ah, comment est-ce que je vais faire ça? Et je me retourne. Quand je me retourne, si vous connaissez Abidjan, c'est sur le boulevard jusqu'à Destin, à l'endroit exact là où il y a
l'agence Prestige de MTN, juste à côté. Je me retourne, quand je suis arrêté, en train de réfléchir, il y a un de nos anciens Dico, qui était un an devant nous, Dico Amidou, qui me voit et puis qui s'arrête en voiture. Il me dit, mais Séni, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, bon, je suis venu à mon stage, mais l'entreprise est fermée. Il dit, fermée? Je dis, oui. Il descend avec moi, on va voir, il prend le numéro et puis il appelle, ça ne passe pas. Il appelle, ça ne passe pas. Et puis on dit, bon, c'est pas grave. On voulait un stage à l'Oteni, là où je travaille. On avait envoyé la lettre il y a quelques jours, mais on n'a pas eu de réponse. Donc, moi, je vais à Port-Boué. Il faut aller voir la secrétaire pour voir si on peut te donner ce stage. Donc, je me présente, je vais à l'Oteni. C'est actuellement MTN Côte d'Ivoire. Et j'arrive, par chance, la secrétaire du directeur technique, c'est la copine de mon voisin de chambre à l'INSET. Il s'appelle Marie. Il me dit, On mais... pourrait dire que les astres s'alignent. S'alignent, vraiment tout s'aligne. Et quand je lui pose le problème, il dit, oui, je vais voir monsieur Assam, il doit aller en réunion. Il rentre voir le directeur technique, et le directeur technique me reçoit. Quand je rentre, il faut dire que je m'habillais bizarrement quand j'étais plus jeune. Donc, mais je m'en fous. Donc, je rentre et dis, moi, je veux un ingénieur. Je dis, je suis élève ingénieur. Vous êtes élève ingénieur? Je dis, oui. Asseyez-vous. Donc, on discute. Il est séduit par ce que je lui dis. Et puis, il sort et dit à la secrétaire de demander qu'on reporte la réunion de 30 minutes. Elle n'a qu'à préparer la lettre de stage pour moi. Donc, pendant qu'elle prépare la lettre, on est là, on discute, il me pose des questions, je lui réponds. Et voilà. C'est quelqu'un, il était très jeune aussi, et il me posait des questions sur le GSM, et moi j'avais ces réponses qu'il voulait. Et il prépare la lettre, il me donne la lettre, mais la lettre doit être validée par l'INSET avant que je ne puisse commencer le stage. Donc je me rends à l'antenne de l'INSET à Abidjan, je présente la lettre au responsable chargé de valider ça. Il me dit, non, ce stage est trop bon pour être donné à un étranger. Non, vous ne pourrez pas faire ce stage. Pendant qu'il parle, moi je ne réponds pas. Après je lui dis, bon, si le stage était venu, j'aurais été celui qui choisit avant tout le monde. Donc, étranger ou pas, ce stage, je l'aurais choisi. Il a continué de parler, je n'ai rien dit. En temps, il a déposé la lettre en train de parler. Il y avait beaucoup de gens, tout le monde était un peu surpris. Donc j'ai juste pris la lettre et puis je suis reparti. Quand je suis sorti, je suis allé directement à la gare YT de Yamoussoukro, d'Adjamé. J'ai pris un car et je suis allé à Yamoussoukro. Je suis arrivé à Yamoussoukro et je suis parti directement dans le bureau d'Amondabi, M. Amondabi, le directeur de l'ESI. Et je lui ai expliqué la situation. Il a pris la lettre, il a écrit dessus, stage donné à l'entreprise à Séni Ganem Touré et confirmé par l'ESI. Puis il a mis le cachet. Donc ce n'était pas la politique de l'établissement, c'était un individu. C'était un individu. Voilà, c'était un individu. J'ai repris la lettre, je suis reparti directement à la gare, j'ai repris le car pour Abidjan et j'ai commencé le stage. J'ai fait le stage et à la fin du stage, on m'a recruté. Donc, pour dire que ce stage, il m'était destiné, pour toutes les raisons que je ne peux pas expliquer, on en est arrivé par ce chemin-là. Mais bon, dans ma vie, il y a beaucoup de choses que j'ai senties comme ça. Hein, mon intuition intérieure me dit de faire quelque chose. Quand je le sens fortement, réellement, je le fais. Et dans 90% du temps, cette intuition-là avait raison. Voilà. Nous repartons à la régie pour suivre une autre vidéo sur les témoignages des amis d'enfance. Oui, M. Gamtel Séni était un enfant calme, timide, assidu et surtout ponctuel à l'école. Séni logeait à 7 km de l'école, mais à chaque fois il était le premier à l'école. Même pendant la période froide, il venait très tôt à l'école. Ensuite, il était un enfant très intelligent. La première année qu'on a fait le CP1 jusqu'au CM2 ensemble,
Et à chaque composition, il était le premier de la classe. Il était un enfant très intelligent. C'était quelqu'un de très brillant lorsque nous étions à l'école parce que la sélection était très très stricte pour aller dans la série C. Donc c'est quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui, malgré son intelligence, je dirais, était très humble. Il avait les pieds sur terre, focalisé, très déterminé lorsque il avait envie de faire quelque chose. En tout cas, il ne se privait pas de l'effort nécessaire pour le faire. Et je garde surtout quelqu'un qui est fidèle également en amitié et quelqu'un qui est très discipliné. Alors, quelques témoignages d'amis d'enfance qui nous permettent justement de poser la question suivante, parce qu'à les écouter, à suivre votre parcours, il y a eu tellement d'embûches, tellement de difficultés, tellement de raisons d'abandonner, qu'à chaque fois, c'est comme si ces raisons, ces difficultés créaient une montée d'adrénaline chez vous pour essayer d'aller davantage au-devant de la scène pour donner le meilleur. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui quand on voit votre parcours, quand on voit les difficultés que vous avez dû traverser pour atteindre les différents résultats que nous vous connaissons aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question parce que c'est vrai, mon parcours est jonché de difficultés. Je considère ces difficultés comme une bénédiction. Et je souhaite que les jeunes considèrent que chaque difficulté est un acte de formation. Et quand on se fixe des objectifs, il faut se donner les moyens d'aller les chercher. Et ce n'est possible qu'au prix du travail, de l'effort. Les difficultés seront toujours là. Elles sont presque naturelles, si on veut aller loin. Donc aux jeunes, ne soyez pas pressés. Si vous devez être pressé pour quelque chose, c'est d'apprendre. Et si vous devez vous donner pour quelque chose, c'est surmonter l'obstacle pour atteindre l'objectif. C'est là d'où vous allez même tirer la fierté. Si tout est facile, ça devient à la portée de tout le monde. Donc il faut persévérer, il faut travailler, il faut apprendre. Et aujourd'hui, plus qu'à n'importe quel moment de l'existence de l'homme, ils ont tout pour apprendre, ils ont tout pour traverser les difficultés et ils ont tout pour décrocher cette chose qu'ils envisagent. Donc il faut s'armer de courage, de persévérance et ne jamais quitter des yeux l'objectif qui était fixé. L'objectif fixé, il ne faut jamais quitter des yeux parce qu'autrement, on se perd. D'accord. Eh bien, merci pour ces conseils. Nous passons maintenant à la rubrique Corbeil. Vous allez tirer une de ces cartes et exécuter le gage qui s'y trouve. Donc, voilà. Je prends celui qui est en face de moi. Ok. Un chant. Un chant, oui. Ok. D'accord. Donc, ma grand-mère me chantait, chaque fois que je partais chez elle, que je n'avais pas mangé, etc., elle avait un chant qu'elle me chantait, que je chantais toujours pour mes enfants également, quand ils étaient... D'accord. Voilà, voilà. C'est un chant moré. Ok. Silmiga walilenye, mamyuna ribe rompinda. Silmiga walilenye, mamyuna ribe rompinda. Silmi mwara walilenye, mamyuna ribe rompinda. Mdole walilenye, mamyuna ribe rompinda. Ganam tole walilenye, mamyuna ribe rompinda. Super, bravo. Bon, des ingénieurs qui se mettent à la chanson. Oui. On en rencontre avec M. Ganam Touré. Oui. Et il y a une définition, il y a un sens particulier, un contenu. C'est vraiment une chanson d'égaiement. Ça signifie qu'on dit au peuple de venir manger. L'aide, c'est un fruit sucré amer qu'on trouve dans nos contrées. Et la chanson demande au peuple de venir manger le lait. Et moi, parce que j'ai bu du lait frais le matin. Ma grand-mère utilisait ça avec
les noms de voilà, Ganem Touré, elle va chanter les louanges de la famille, tout ça, pour me redonner de la joie, pour me ragailler. Donc elle a contribué à créer cette fierté en Cette vous. fierté. Voilà. Chaque fois, quand j'arrivais là, c'est elle qui levait toutes mes premières difficultés. Parce que mes premières difficultés, c'était de trouver à manger, etc. Parce que maman, voilà. Donc, cette chanson m'est restée et je la chante pour mes enfants. Je suis tenté de poser cette question. Entre votre grand-mère, votre père, qui sans doute n'ont pas été à l'école, mais on voit à quel point ils ont marqué la formation de l'homme que vous êtes. Alors, comment est-ce qu'on fait, selon vous, si vous devez contribuer à l'écriture des curricula, comment est-ce qu'on fait pour trouver un lien entre nos connaissances endogènes et les formations modernes actuelles? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à tout mettre sur les formations modernes. On a des gens qui savent beaucoup de choses théoriquement, mais qui parfois, humainement, sont à gauche de la plaque, comme on dit. Tout à fait. C'est une excellente question. C'est une question que je me pose à tout moment dans l'éducation de mes propres enfants. Et je crois que la clé, c'est de se rendre compte que cette connaissance traditionnelle, cette connaissance endogène, cette connaissance de nos terroirs est très puissante. Ma grand-mère, par exemple, pourquoi elle m'a tellement marqué? Moi, je marchais de chez nous pour aller chez ma grand-mère. C'est une distance peut-être 5-6 km. J'avais 3-4 ans. Et je marchais seul, je vais. Chaque fois qu'elle me voit, quel que soit ce qu'elle fait, elle l'arrête. Si elle est en train de cultiver, elle va laisser la houe sur place et elle va me prendre par la main. Elle va m'amener dans sa hutte et puis elle va me préparer à manger. Et puis elle va me raconter des histoires. Ces histoires-là, je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, entre le lien de ce que nous sommes et d'où nous venons. Moi, je n'arrive pas à expliquer le tout, mais en ce qui me concerne personnellement, je me rappelle de toutes ces histoires. Et chaque fois que je suis dans une situation, il y a au moins une de ces histoires qui va m'aider à faire la différence. La même chose pour mon papa. Je vous ai dit tout à l'heure que mon papa ne donne jamais de conseils à quelqu'un directement. Et moi, et je vous ai dit aussi que j'étais couché là, sur la natte, il est sur le lit, et je l'écoute jusqu'au matin. Et ce que j'écoute là, ce sont des histoires de notre famille, des histoires de ce que lui, il a fait, des histoires vraiment des histoires dans tous les sens. Et si on veut que nos enfants intègrent les valeurs qui nous ont définies depuis la nuit des temps, il faut leur raconter notre histoire. Il faut leur raconter comment nous avons créé ce lien avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et moi, j'ai eu la chance, quand je suis parti à Zungu, j'ai vécu avec mon grand-père. Là aussi, je dormais avec mon grand-père. Et soit dit en passant, quand mon grand-père est mort, j'étais entre ses bras. Donc, pour répondre très simplement à la question, il faudrait qu'on intègre dans l'éducation de nos enfants les enseignements, les histoires qui ont défini et qui définissent notre vie. Parce que inconsciemment, ces histoires travaillent et forgent la conscience des jeunes que nous formons. Et moi, j'ai trouvé que ces histoires m'ont aidé à surmonter beaucoup de problèmes dans ma vie. Et je me rappelle une fois, c'était le premier devoir de français à l'INSET. Et ce premier devoir de français concernait les accidents
de route. Et mon papa m'avait expliqué, en transportant du beurre de karité de notre village pour venir chez le Moro Naba, comment une hyène a failli dévorer un de leurs compagnons de route. Et j'ai retranscrit cette histoire-là dans ce devoir-là, qui était, donc l'idée n'était pas là, mais le prof a trouvé que c'était extraordinaire. Donc, pour répondre franchement à la question, je trouve qu'aujourd'hui, et j'essaie de faire ça avec mes enfants, je leur raconte toujours, ça me disait, parfois je dis ton grand-père a dit, et je vais lui dire exactement, je lui dis d'où nous venons, pourquoi nous sommes à Sapaga alors que nous sommes de Zongo, des querelles de chefferie, voilà, c'est fréquent en pays moi aussi. Je vais lui expliquer ça, comme mon grand-père a expliqué. Les contes qu'on nous racontait au clair de lune, chez nous, au village, au milieu du mois, il y avait toujours ces contes qu'on nous racontait sur la place du village. Il y avait toujours une place sur laquelle ces histoires manquent beaucoup à notre enseignement. Et justement, parlant de ça, l'un des professeurs de votre fille vous sollicite Ouais. que vous venez dans son établissement expliquer l'histoire de l'Afrique Oui. que peu de gens connaissaient comme ça, mais concrètement, quelqu'un qui l'a vécu, l'expliquer. Voilà. Exactement. Ma fille, je lui raconte beaucoup d'histoires. Donc, elle a un prof d'histoire africaine, de littérature africaine, ils appellent ça. Et puis, elle lui parle des histoires que moi, je lui raconte. Donc, le prof, qui est une haïtienne, un peu subjuguée, elle dit, ah, je veux voir vraiment ton père, est-ce qu'il peut nous raconter un jour, voilà, il peut venir en classe. Et j'accepte. J'accepte d'aller leur parler du Burkina. Quand j'arrive en classe, ils venaient de faire un cours sur l'Empire du Mali. Et puis moi, j'avais préparé une présentation. Et la présentation commençait par mon pays, le royaume aussi. Et puis ça se terminait par l'histoire du président Sankara, etc., etc. Je fais cette présentation et maintenant c'est devenu une tradition que chaque année, je dois aller présenter ça à l'établissement. Et bon, de plus en plus de classes sollicitent que je vienne parler de ça, etc., etc. C'est dire que ces histoires ce ne sont pas seulement des histoires, c'est des enseignements à part entière. C'est des choses qui forgent, qui forment notre caractère et qui nous permet Serge disait tout à l'heure que, ou je ne sais pas qui, que je suis toujours moi-même. Je suis à Abidjan où je suis. Quand tu rentres dans ma voiture, tu écoutes la musique de chez moi. Quand tu rentres dans ma voiture, tu vas écouter Zoukou Nanzaramda, tu vas écouter ça, tu vas écouter ça. Après, tu vas me poser la question et puis je vais t'expliquer. Si tu ne poses pas la question, tant mieux. Mais ce qui est sûr, quand tu rentres dans ma voiture, tu vas écouter la musique de chez moi. Quand tu viens chez moi, tu vas manger la nourriture de chez moi. Pourquoi? Parce que je suis inséparable de ces choses-là qui me définissent. Pourquoi devrais-je avoir honte d'avoir du gonré sur ma table alors que et ne pas avoir honte de, je ne sais pas moi, je ne veux pas citer quelque chose pour ne pas frustrer quelqu'un, mais ce qui est certain, si ma femme ne savait pas faire du gonré, ça va être difficile. C'est compliqué. Mais là, voilà, réellement, ces enseignements-là, je ne sais pas, ceux qui peuvent faire quelque chose doivent essayer de repenser ça. Parce qu'à l'école, c'était comme ça. On racontait ces histoires, on les prenait, on venait à l'école, on faisait le lien. Et doucement, doucement, ce caractère se forme. Et cette fierté demeure. Ces histoires, je vais les raconter à qui veut l'entendre jusqu'à la fin de mes jours. D'accord. Nous passons à la rubrique des citations préférées. Vous allez nous donner 3 de vos meilleures citations ou proverbes, à vous le choix, en français, en moré, en anglais, voilà, et expliquer la pensée derrière ces citations. D'accord. Je vais citer mon père 2 fois peut-être. La première, c'est que mon papa disait toujours « Ni yenga,
kapakra bien lié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un seul homme ne peut pas préparer la bouillie pour un marché. Ce qui veut dire il faut toujours s'associer. C'est une invite au travail de groupe. C'est une invite à l'union. C'est une invite à faire ensemble. Je pense que cette citation est d'à propos aujourd'hui pour notre pays et pour nos entrepreneurs. J'ai remarqué que ce qui nous plombe ici, pour les jeunes surtout, et c'est peut-être un lien pour parler de cet aspect-là, que en Afrique, au Burkina Faso, on aime entreprendre seul, un seul individu. Alors que si on est 2, 3, on peut aller plus loin. Donc, je pense que cette citation, voilà, pour ça. Et au niveau du pays, c'est la même chose. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. C'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. La deuxième citation, c'est toujours de mon père. Il disait toujours net hamal nere ufmala menga fuhamal wenga fumala menga. Si tu fais du bien, tu l'as fait pour toi-même. Si tu fais du mal, tu l'as fait pour toi-même. Contre toi-même. Pour dire que il faut toujours avoir cette intention de faire le bien. Et il faut toujours faire le bien, sans tenir compte parfois de tout l'environnement et de tout le contexte. Il faut juste faire le bien. Donc ça vient battre en retraite cette idée qu'on entend souvent, les Burkinabés sont mauvais entre eux, méchants. L'éducation de base ne prône pas ça. Non, non. Prône l'amour, l'entraide. L'entraide. Voilà, à la base, c'est ce qui est prôné. C'est ça. Voilà. Et c'est très important. Et chaque fois que je me réfère à ça, parce que moi, ça me vient à tout moment, toutes ces choses que j'écoutais en étant couché là, il y a des moments où, surtout quand c'est des moments difficiles, ça me revient naturellement. Quand c'est des moments difficiles, Donc, la troisième, c'est toujours de mon père. Et ça, c'est quelque chose qu'il m'a demandé et que je lui ai dit, et puis il m'a donné ça à 3 mois de sa mort. Il m'a posé la question, mais tu étais venu me voir pour dire ton entreprise là, tu vas laisser travailler pour les gens, tu vas créer pour toi. Comment ça marche? Et je lui ai dit, bon, ça va, c'est différent, mais ça va. Et puis il m'a dit, je vois que ça ne va pas comme toi tu le veux. Et je vais te dire une chose aujourd'hui. Netka bahar son waura ti gon huyingye. Qui veut dire on n'abandonne pas son ambition à cause des épines ou des difficultés. Et ça me parle réellement parce que c'est d'abord ce que je suis. Je n'abandonne jamais quelque chose qui me tient à cœur. Jamais. Et cette parole résonne toujours. Chaque fois que la difficulté apparaît, je dis mon papa m'a dit ça. Et ça va m'aider à balayer toute difficulté qui se trouve sur le chemin. Je pense que ce serait bien que vous puissiez transcrire les pensées et les philosophies du papa, Oui. de la grand-mère, dans un livre. Ce serait bien, d'autant plus que on voit que vous en avez bénéficié, Oui. que ça vous a transformé. Oui. Il y a pas mal de livres aujourd'hui sur le marché que nous lisons qui n'ont pas forcément plus de valeur que ce qu'ils vous ont appris. Peut-être qu'au nombre de vos missions, Oui. ce serait aussi d'y songer. Merci beaucoup. J'y songe déjà. J'avais écrit une bonne partie, etc. Donc je pense que oui, ça sera fait. Ça sera fait. Si vous permettez une 4e citation, Ok. c'est celle du président Sankara, que je répétais toujours pour galvaniser mes troupes. Tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme.
Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour dire aux gens, nous pouvons tout faire. Tout simplement. Merci pour ces différentes citations qui nous mènent vers la rubrique suivante, qui est la rubrique des souvenirs. Nous allons projeter quelques images, quelques photos que vous serez appelés à commenter brièvement. D'accord. Ça, c'était le 30 septembre 88. Il y avait le mariage de la fille du voisin et j'étais un genre de DJ à la partie technique. Ouais. Ah, ça c'est la station-service de mon oncle à Tanguay. Chaque fois que je venais de l'école, je partais aider Isaka, celui qui est à droite là. Seydou, qui est au milieu, c'est mon cousin. Mon cousin, c'est le fils de ma tante. Et puis je partais à la station aider à servir les clients. Il y avait une boutique derrière à côté. J'aidais à vendre à la boutique et à servir l'essence. Ça, c'est juste, on était en train de faire les préparations des Olympiades de physique avec mes deux profs dont je parlais. Le prof de physique à droite, Evgeny, et puis la prof de chimie derrière, s'appelait Tatiana. Ah, ça c'est une belle photo. Moi-même, Tassambedo Sekou, Zongo Mahamadi, qui est prof à l'université ici, et puis Diabré Léopold. Diabré Léopold, actuellement il est en Allemagne. Il travaille encore pour l'une des très grandes boîtes d'automobiles. Et son département, il est responsable de celui qui fait tous les tableaux, toute l'électronique de bord des véhicules. Quelqu'un d'excellent, brillant, qui vient ici aussi très souvent. Il est souvent au Burkina, une fois par an, il est là. Ça, c'est lors de ma décoration au Congo, par le Premier ministre d'alors du Congo, Isidore Nvuba. Oui, ça c'est chaque fois que je sortais du PMK, je faisais le tour pour rendre visite à mes oncles, à mes cousins. Ça c'est l'une de mes visites à Tanguay, que j'ai pris cette photo dans la maison de mon cousin. Ça c'est lors de l'attribution des diplômes au MIT, quand je recevais mon diplôme. Le 3 juin 2016. Ça, c'est la photo de moi-même et mon épouse avec notre dernière fille, Oumama. Ok. Merci pour ces différents commentaires. Nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission. Mais avant, nous retournons à la régie pour suivre une dernière vidéo. D'accord. Je suis très fier d'avoir un ami et un frère comme lui, et surtout espérer que l'on puisse ensemble un jour contribuer, comme on l'a toujours rêvé, en réalisant quelque chose pour notre pays. M. Ganem Touré est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes aujourd'hui au Burkina Faso. Moi, je l'encourage, je le souhaite plein succès. Et puis, je lui demande vraiment de continuer dans ses projets, les projets qu'il entreprend ou qu'il est en train d'entreprendre pour le Burkina Faso. Dès ton jeune âge, tu as affronté des choses qui sont impressionnantes. Tu as affronté des comités, tu as affronté des réunions, tu as défendu des dossiers tellement importants que, à mon avis, je pense que là où tu es arrivé, c'est l'Afrique qui a besoin de toi. Il est vrai que dans l'entreprise que tu diriges, ça va aider l'Afrique en leur donnant des opportunités, des facilités de faire un certain nombre d'activités. C'est bon déjà. Tu vas donner du boulot aux jeunes gens, ça aussi c'est bon. Mais là où moi je pense un peu, c'est que les institutions, le gouvernement ont besoin des gens, des techniciens pointus comme tu es, des gens compétents comme tu es. Séni, bravo à toi. Je tiens à te féliciter et je suis très fier de toi. Et vu ton parcours, sache que je suis content de toi. Ton assiduité t'a permis d'atteindre ce niveau aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Et je prie le Seigneur afin qu'il facilite vraiment tout ton parcours.
Tu es un exemple de notre promotion. Félicitations. Vous avez beaucoup contribué à mon développement, de toutes les manières, de voir la manière la plus difficile et la manière la plus douce. Vous m'avez appris beaucoup de choses et vous continuez à m'apprendre des choses jusqu'à présent. C'est un privilège pour moi de vous avoir, d'être avec vous et de profiter de toute votre expérience. Merci pour ce que vous êtes et continuez d'être qui vous êtes. Cette personne humble, gentille et voilà, qui aime partager. En tout cas, merci et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, papa, pour les choses que tu as faites pour moi, pour les choses que tu fais pour nous, ta famille. Je suis extrêmement fière de la personne que tu es, du père que tu es, de l'entrepreneur que tu es. Car si c'est une chance d'être né Ganem Touré, c'est une bénédiction d'être la fille de M. Séni Ganem Touré. Alors, un mot. Oui, c'est émouvant d'entendre ces appréciations. Merci à tous pour ça. J'entends ce qu'ils disent tous. J'entends ce qu'on aurait dit et surtout ce qu'on aurait dit et j'essaye. Et j'espère que j'aurai l'opportunité parce que j'essaye de... Parce qu'on a ce dilemme de quand on est à l'étranger, je pense que ma fille l'a dit, on ne pourra pas se transformer et on n'a pas envie. On a besoin de contribuer à son pays. Et moi j'ai ce besoin-là. Et j'espère que je suis prêt à ça. Je réponds à Honoré que je suis prêt. Je lui dis toujours je suis prêt. Je suis prêt à servir mon pays, je suis prêt à servir l'Afrique. Je continue je vais aller au Congo bientôt, etc. Je veux servir mon pays, je veux servir l'Afrique. Et ma famille m'aide à rester ce que je suis. Parce que bon, la famille c'est le socle de la stabilité. Parfois je prends des décisions qui sont difficiles pour eux. Et s'ils ne me soutiennent pas, je peux être déstabilisé. Comme lorsque j'ai décidé de quitter un travail rémunéré, et la facilité d'un salaire qui tombe voilà, à chaque fin de mois pour entreprendre, il y a un coût pour eux. Parce que bon, mais ils me soutiennent et je les remercie pour cela. Tous ceux qui ont contribué à ce que je suis, et je pense à leurs représentants, de Camille, Serge, Honoré, Madina, ma famille, je ne peux que leur dire merci parce que bon, c'est eux qui m'ont fait. C'est eux qui m'ont fait. Et je suis content d'entendre ça. Et je suis ému aussi à la fois d'entendre que j'ai aidé. Je suis aussi content d'apprendre que bon, que ça a pu aider quelqu'un. Maintenant, un mot à l'endroit des téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse qui est parfois aujourd'hui malmenée par la technologie? Oui. Voilà, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour s'en sortir dans ce contexte? Je veux leur dire d'apprendre et d'apprendre sainement. Ils ont l'opportunité d'apprendre, ils n'ont qu'à apprendre. Ils n'ont qu'à travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Ils n'ont qu'à se départir des facilités. Ils n'ont qu'à se remettre dans nos racines. Parce que nos racines vont leur donner plus de force pour réussir dans la vie. Grand merci à vous-même, M. Sarré, à votre équipe pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer. Courage à nos forces qui défendent notre pays et qui vont nous permettre de retrouver bientôt l'intégrité de notre territoire. Merci infiniment. Merci à vous, M. Ganem Touré, pour avoir accepté de partager ces moments de leçons de vie avec nous. Merci à l'ensemble de nos téléspectatrices et téléspectateurs qui sont restés branchés sur leur écran pour suivre cette émission. En termes de conclusion, nous dirons que les difficultés peuvent construire des ferments si toutefois nous les surmontons avec abnégation. Cela a été le cas de M. Ganem Touré, qui a rencontré pas mal de difficultés, moltes difficultés, mais qui n'a jamais été découragé et toujours allé de l'avant pour devenir aujourd'hui l'un des meilleurs de son domaine, dans son domaine, au Burkina, mais de façon globale dans le monde entier.
Merci pour ces moments que nous avons pu partager et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission de Leçons de vie. Au revoir.